Bonjour YouTube, bienvenue sur le Oui Oui Hebdo. Le concept, il est très simple. Je lis plusieurs articles qui m'ont intéressé ces derniers jours et on en discute ensemble. Et en fait, c'est pas des articles dont j'aurais pu faire une vidéo YouTube, un best-of YouTube. Donc je me suis dit, autant les rassembler. Et vraiment, le choix pour décider de quel article je vais lire, il est très simple. C'est moi qui décide si je vais lire cet article ou pas, ok? Donc c'est vraiment, l'équipe éditoriale, elle est composée d'une seule personne qui est moi-même. C'est clair ou pas? C'est bon, il y a des contestations, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui sont d'accord, et ben je m'en bats les couilles. Et c'est parti les gens, on va parler tout d'abord d'impérialisme et des États-Unis, je n'en peux plus des États-Unis. On rappelle, je reprends les propos du Hezbollah, le grand Satan. Israël est le petit Satan, les États-Unis c'est le grand Satan, et il faut se concentrer sur le grand Satan en soutenant bien sûr la Chine. Oui, je suis en train de faire mon ennemi de l'intérieur, je m'en bats les couilles, de toute façon je vais aller vivre en Chine. Vive Xi Jinping! Je suis en train de préparer mon futur, les gens, je vous le dis, je vous le dis direct. Et donc, il y a plusieurs articles que je voudrais lire sur Trump pour montrer à quel point ce pays est horrible, à quel point on est encore sous domination américaine et qu'il y en a marre. Parce qu'on se rappelle le propos de Macron avec l'invasion de l'Ukraine, il était en mode « Oh, c'est le retour de l'impérialisme, c'est le retour du colonialisme, oh là là, non, avant il n'y avait plus l'impérialisme. » Si, il y avait un putain d'impérialisme et le principal c'était celui occidental et en particulier celui américain. Sus aux Américains, faut revenir sur cette base. Mediapart, vous attendez quoi? Au lieu de soutenir l'OTAN, je rappelle que Mediapart soutient l'OTAN. Donc, on y va. Avant qu'on commence vraiment à lire un article de journal, je voudrais qu'on regarde cette vidéo qui est hallucinante. Vous allez voir cette vidéo, les gens, je ne vais pas faire de commentaires parce que ça se passe de commentaires. Je suis en mode, mais on est où? On est dans South Park, qu'est-ce qui se passe? Où va le monde? Une météorite, s'il vous plaît, pour en finir, parce que c'est terminé, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On a perdu. On est dans la pire des timelines. On est dans une dystopie. Regardez-moi cette vidéo, les gens. Regardez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Allez. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? Huh? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace. C'est une folie ou pas? Attendez, regardez la tête de Bibi. Oh oui, oh oui, oh le discours, il est émouvant. Il est vraiment, il est vraiment en mode... Oh, c'est ça qui a mené à la paix. Les gens, on est dans l'impérialisme le plus total. Son propos, c'est grâce à la force, on a fourni l'Israël de plein d'armes, on l'a envoyé plein d'armes, et c'est comme ça qu'on a eu la paix. Et attendez, je rappelle que son projet de paix et tout, il a été soutenu même par l'ONU. Il y a même Guterres qui a dit allez, il faut soutenir ça. Genre tout le monde était en mode ah c'est génial, ça c'est un super plan de paix. Non mais c'est une folie. Non mais on va où? C'est typiquement l'impérialisme. On est revenu à l'âge sombre de l'impérialisme. On n'était jamais parti, mais là c'est de plus en plus clair. Et je voulais réagir à cet article qui a été sorti sur Le Monde. Donald Trump et la guerre à Gaza, 8 mois de tâtonnement et le succès sous condition d'une diplomatie inédite. D'une diplomatie inédite, c'est l'impérialisme US. En fait, le truc, c'est que les gens ont l'impression que c'est nouveau, en fait, Trump. Mais c'est juste que Trump, il s'emmerde plus. C'est la politique états-unienne depuis le début, sauf que Trump, il fait même plus semblant. Il s'en bat les couilles. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que la mondialisation, c'est pas la mondialisation. C'est une mondialisation structurée par les ricains dans les intérêts des ricains. Et en fait, tous ces trucs de l'ONU, là, de la diplomatie, de tout ça, ils s'en battaient les couilles. C'est juste que ça servait les intérêts américains. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des puissances émergentes qui sont en mode, quand même, nous, on peut avoir des droits. Ils sont en mode, ça dégage. En fait, vous n'avez pas compris que c'était la domination américaine. Et donc, il fait ça, Trump. Donc, il a fallu 3000 ans pour en arriver à cet instant. Vous imaginez, c'est quoi l'instant? C'est quoi? Il a fallu 3000 ans pour éliminer les Palestiniens? C'est ça ton truc? C'est ça que tu veux nous dire? Effectivement, il a fallu 3000 ans pour essayer de génocider les Palestiniens. La libération, ce jour, des 20 derniers otages vivants aux mains de Hamas dans la bande de Gaza représente un succès encore inimaginable il y a peu. Alors, moi, ce qui aurait été le succès, c'était d'arrêter le génocide, vraiment. Mais au final, il faut quand même souligner que c'est peut-être une première dans l'histoire. Merde, attendez, c'est mon oui oui hebdo. C'est peut-être une première dans l'histoire. On a arrêté un génocide en donnant raison aux génocidaires.
Est-ce qu'on se rend compte de la folie? Tu sais, c'est parce qu'il y a plein de gens, ils nous ont dit: «Attendez, on peut pas créer, un État de Palestine, ça serait donner raison au Hamas», alors que déjà que normalement dans le droit international, il devrait y avoir une Palestine, hein. Ils ont signé plein d'accords avec l'Israël et tout. Normalement, ça fait des années qu'il devrait exister un État palestinien. On l'a jamais eu. Il y avait l'excuse de, on va pas donner raison au Hamas. Et là, on a donné raison aux génocidaires. En mode: c'est bon, t'as gagné, t'as assez génocidé, tiens, t'as eu ta victoire. Et je voudrais aussi un petit détail aussi sur les otages. Mediapart. Oui, je vais pas arrêter Mediapart. Je vais vous poursuivre jusqu'à la mort, Mediapart. Je m'en fous. Il y a des gens, ils vont m'accuser d'antisémitisme, de transphobie, de défenseur de Dani Caligula. Je m'en pète les reins. Anti-Mediapart jusqu'à la mort. Ou en tout cas, anti-Mediapart et anti-Vie Plenel, tant que ce seront des putains d'atlantistes. Et Mediapart, eux aussi, ils ont parlé d'otages et de prisonniers. Ouais, il y a eu un échange entre les otages israéliens et les prisonniers palestiniens. Mais d'où des prisonniers? Mais vous êtes un média de gauche ou quoi, la putain de votre mère? C'est une folie! C'est une folie d'utiliser ce langage. On continue. Je suis désolé, je suis un peu énervé. Ce succès conforte une approche non normée de la diplomatie. Non, mais il n'y a aucune diplomatie chez Donald Trump. C'est vraiment la loi du plus fort et la loi des affaires. C'est-à-dire que eux, genre, il y a Trump qui a inondé Israël d'armes et qui a dit: bon, allez, c'est bon, c'est fini. Israël est plus fort. Le Hamas, soit vous acceptez la paix, soit je vous détruis. C'est pas ça la diplomatie. On appelle ça un chantage. Voilà, dans le langage courant, on appelle ça un chantage. Donald Trump n'a pas prétendu mettre les Israéliens et les Palestiniens sur un pied d'égalité dans le conflit, puisqu'ils ne le sont pas et que cette méthode a échoué depuis des décennies. En fait, là, il y a Le Monde qui est presque en train de nous dire, c'est le problème, c'est qu'on a trop voulu faire comme si les Palestiniens et les Israéliens, c'était pareil et les traitaient de la même manière. Tu es en train de nous dire, là, ça fait 60 ans qu'on fait que, genre, on traite indistinctement, de manière totalement neutre, le conflit israélo-palestinien. Vous vivez sur quelle planète? Le Mania voit le pays du Golfe comme un coffre-fort inépuisable. Il leur promet, avec leur argent et l'appui des Américains, une offre nouvelle pour le Moyen-Orient et la paix interne. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me demandent: Wissam, t'en penses quoi des pays arabes? Des traîtres. Ah, des traîtres. Parce que Wissam, tu dis rien sur les gouvernements arabes, tu dis rien sur les Émirats. C'est des traîtres. Déjà, je dis rien parce que je suis pas là-bas. Je suis pas en Arabie Saoudite, je suis pas au Maroc, je suis pas au Qatar, et donc me cassez pas les couilles avec ça. Et si vous me demandez mon avis, c'est des traîtres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est des traîtres. Par contre, les populations, c'est autre chose, hein. Et l'exemple le plus parfait de ça, c'est le Maroc. Le Maroc où le gouvernement est pro-israélien et la population, alhamdoulilah, elle reste pro-palestinienne. Voilà, donc vous allez arrêter de me casser les couilles. Wissam, tu dis rien. La reconstruction sera peut-être la partie la plus facile, il a dit Donald Trump sur FDP. Est-ce que tu as vu les décombres? Est-ce que vous dire, moi, il y a aussi une question. Il y a des gens qui disent: c'est bon, maintenant les Palestiniens ils peuvent rentrer chez eux. Mais où chez eux? Où chez eux? Vas-y, tiens, prends le balai, va ranger Gaza. C'est où chez eux? Tout est détruit. Tout est détruit. Là, c'est encore horrible pour les Gazaouis. Sachant que, bon, je pense qu'Israël ne va pas s'empêcher de tuer encore des Palestiniens, va pas s'empêcher de coloniser la Cisjordanie, mais où ils peuvent rentrer chez eux. Bref, allez, on avance. Benjamin Netanyahou, lui, exclut tout retour de l'autorité palestinienne à Gaza. Donc, ça veut dire que Netanyahou, il est encore en mode colon. Il est encore en mode: c'est moi qui décide. Je vais très vite, les gens. Je vais très vite parce que, en fait, on apprend aussi que Trump, il s'en bat un peu les couilles. Tout n'est pas fixé. Le Hamas a dit oui, mais pas vraiment oui. Il s'en bat les couilles. Israël a dit oui, mais pas vraiment oui. Il s'en bat les couilles. Lui, il est juste en mode: allez, c'est la paix, je me casse. Il est où le prix Nobel? C'est une folie. C'est simple. Les gens, si d'ici quelques mois ou quelques années, ça redémarre dans un bain de sang à Gaza, faut pas être étonné. C'est qu'on n'a pas réglé la question. La question n'est pas putain de réglée. Les Palestiniens n'ont toujours pas la justice. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. C'est bien. Et ceux qui pensent au paix, PET, vous vous cassez de YouTube, vous vous cassez de ma chaîne Twitch parce que je n'en peux plus de vous. Ce dernier a couvert les actions militaires israéliennes à Gaza. Il a offert un horizon politique à l'extrême droite suprémaciste juive en proposant le mirage d'un Gaza transformé en Riviera et d'une évacuation de sa population palestinienne. Moi, je vous le dis tout simple. Il y a toujours le rêve vous inquiétez pas, les Israéliens, et pas seulement l'extrême droite israélienne, la société israélienne a toujours ce projet d'éradication de la Palestine. C'est toujours en tête. Bien sûr, ce n'est pas fini. Il y a toujours le projet colon qui est là, de conquérir petit à petit les terres palestiniennes et de vider la population gazaoui. Déjà, ils en ont éliminé pas mal. C'est vrai que la mort, ça fait de la place, hein. T'élimines 100 000 Palestiniens, ça fait beaucoup de place, faut le dire. Et c'est toujours le projet, parce que c'est un projet colonialiste. Toute colonie, c'est son putain de projet.
On apprend aussi que ce qui a permis aux Américains d'avoir la paix, c'est que Israël a bombardé le Liban, Israël a bombardé l'Iran, les États-Unis ont bombardé l'Iran, je rappelle, hein, ce qui fait que l'Iran, ils sont un peu affaiblis et ils ont montré aussi que l'Iran, ça va être un peu compliqué. On veut pas trop la guerre contre les États-Unis parce qu'on sait qu'on se fait, et ni contre Israël parce qu'on se fait détruire. Mais est-ce qu'on peut un petit peu résister quand même? On va quand même pas se laisser faire, on n'est quand même pas des... Tu vois, et donc ce qui a fait que là les États-Unis sont en mode bon c'est bon, l'Iran c'est plus une menace, vous avez détruit le Liban, allez-y, vous avez on s'en bat les couilles maintenant, votre région c'est à Israël. C'est une folie. Et il y a juste une chose qui a joué en défaveur d'Israël, on apprend dans l'article. Il y a une chose où les États-Unis n'étaient pas très contents, c'est que Israël a bombardé le Qatar. Vous vous rappelez de cet épisode? Israël a bombardé le Qatar pour viser le Hamas. Et en fait juste ils se sont dit bon, ça, on va vous punir un peu sur les doigts. Netanyahou, présente tes excuses. Mais attendez, on parle d'un pays qui a bombardé un autre pays. Il faut un peu plus que des excuses. Il y a un pays qui a bombardé un autre pays. Vous vous rendez compte si Israël avait fait ça avec la France? Vous vous rendez compte? Imaginons, la France a accueilli un dirigeant arabe et tout, et tu as Israël qui décide de bombarder un hôtel. Un hôtel français, genre une requête, on sera en mode, s'il vous plaît, des excuses. L'impérialisme, les amis, l'impérialisme. Et on continue sur cet impérialisme avec 2 autres articles. Tout d'abord, lui, 6 narcotrafiquants tués dans une nouvelle frappe au large du Venezuela, selon Donald Trump. Il s'agit de la 5e intervention des forces américaines contre le narcotrafic depuis le début du mois dernier. Alors, c'est quoi Le Monde? Genre, intervention des forces américaines contre le narcotrafic, mais on se fout de la gueule de qui? C'est-à-dire que là, il y a les États-Unis, dans les eaux proches du Venezuela, ils bombardent des bateaux. Ils les bombardent, ils disent « Ah non, mais c'est pour le narcotrafic, hein. C'est pour le narcotrafic et quand même, c'est pour le terrorisme. » Je vous jure que ce n'est pas une blague. Attendez, il le dit quelque part. Alors, les forces américaines ont visé un navire affilié à une organisation terroriste et étrangère se livrant à du trafic de drogue. En fait, les États-Unis décident. Ils font la police à travers le monde, ils voient des bateaux, ils sont en mode « Ah, ça c'est un truc terroriste, on bombarde des bateaux vénézuéliens. » Et je rappelle que là-dedans, pour l'Occident, les méchants, c'est le Venezuela. Les méchants, c'est Maduro. Moi, j'ai pas une grande affection pour Maduro, mais est-ce qu'on peut replacer sur le contexte de la domination américaine? C'est une folie. Je rappelle que ce pays vit sous blocus. On va y revenir dans le Talkie Oui Oui de Benjamin Burgbaumer. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube avant vendredi 17 octobre, venez sur le Twitch du vendredi 17 octobre parce qu'on reçoit Benjamin Burgbaumer. Sinon, allez regarder le replay sur YouTube. Mais c'est une dinguerie, les blocus. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les États-Unis, notamment à travers le dollar, tiennent par les couilles l'économie mondiale et peuvent décider de punir un pays. Voilà. Si un pays, ils n'aiment pas trop comment le pays se comporte, ils peuvent décider de le mettre sous blocus. Et sous blocus, on en discutera avec Benjamin Burgbaumer, ça détruit ton pays. Tu vois? Donc vous êtes bien gentil avec votre Maduro. Mais déjà, comment ça se fait que les États-Unis, notamment les États-Unis de Trump, parce que la rigueur, à vous, Biden, le parti démocrate, la démocratie, tout ça, ok. Mais là, comment ça se fait que les États-Unis peuvent décider de quel pays n'intègre plus l'économie et quel pays peut faire partie de l'économie? C'est une folie. Washington accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro et son gouvernement d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue. Ouais, oui. Voilà. Non, mais... Et la guerre à la drogue, je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai fait avec Fabrice Olivet sur la guerre à la drogue comme guerre raciale. Il faut le rappeler, c'est un prétexte, cette putain de guerre à la drogue, c'est un prétexte pour s'attaquer au Venezuela. Et donc le gars là qui demande le prix Nobel de la paix, Donald Trump, il a 2 doigts d'attaquer le Venezuela, notamment pour l'accès au pétrole, la circulation de la marchandise et aussi de faire en sorte qu'un modèle souverainiste en Amérique du Sud, ça donne pas des idées aux autres pays d'Amérique du Sud, tu vois. Donc lui, il est vraiment en mode, là, il faut faire la guerre au Venezuela. Et ce gars, il veut le prix Nobel de la paix. Je rappelle qu'il menace le Venezuela. Vous vous rappelez, on a peut-être oublié, mais qu'il avait aussi menacé le Panama pour le canal et aussi le Groenland. D'attaquer le Groenland, tu vas attaquer qui, fils de des ours polaires? C'est une dinguerie! C'est une dinguerie! Et ce gars, il a quand même demandé le prix Nobel de la paix parce que il a donné, il a fait un accord en faveur des génocidaires en Israël. C'est dingue, c'est dingue. Donc ça, le Venezuela, les gens, il faudra qu'on revienne sur le Venezuela parce que je pense qu'on ne se rend pas compte et qu'il y a besoin vraiment d'une ligne anti-impérialiste solide. C'est une dinguerie. On continue avec l'impérialisme. On apprend que Donald Trump conditionne la poursuite de l'aide à l'Argentine à la solide politique de Javier Milei.
Déjà, ils sont où les ultra-libéraux là? Ils sont où nos fils de pute de libertariens en mode non, mais la solution c'est le libre marché et tout. Eh, votre putain de libre marché, il tiendrait pas sans le soutien des États-Unis. Hein? Non, mais sur le libre marché, c'est comme ça que ça marche. Javier Milei, il va révolutionner l'Argentine. Hein. L'Argentine va connaître un succès économique phénoménal. Phénoménal. Vivre Javier Milei. Eh ben, on apprend que déjà l'Argentine survit, notamment grâce, oui, hebdo, notamment grâce au soutien des États-Unis, mais en plus, et là c'est pas une folie, les États-Unis sont en mode on vous aide si vous gardez Javier Milei et la démocratie. Non mais attendez, c'est eux. Alors je rappelle que les États-Unis veulent attaquer le Venezuela sous prétexte que Maduro est un dictateur. Et petite parenthèse aussi, le prix Nobel de la paix qui a été décerné à l'autre, là, comment elle s'appelle cette connasse là? Corina Machado, là. Maria Corina Machado. Hein, je rappelle parce qu'il y a des gens qui sont en mode le prix Nobel de la paix a fait un pied de nez à Donald Trump en donnant à Corina Machado. Et oui, le prix Nobel de la paix ne se laissera jamais faire. Mais c'est Corina Machado, c'est les États-Unis. Je veux dire, c'est en gros, pour vous expliquer le truc, c'est comme si le prix Nobel de la paix avait dit ah non, on ne donne pas le prix Nobel de la paix à Ouria Boutelja, on est contre Ouria Boutelja. Alors nous, on est neutre. On va le donner à Louisa Youssoui. Fils de pute, c'est la même. Tu donnes à Louisa Youssoui, tu donnes à Ouria Boutelja. Il y a une filiation, tu vois. Donc arrêtez de faire croire que le prix Nobel de la paix s'est révolté contre Donald Trump et a donné à Machado. Pour moi même, c'est la plus grosse douille du monde. Le prix Nobel de la paix, ils ont été sous influence. Ils sont en mode ah non, mais on peut pas donner à Donald Trump. Et quand même, les États-Unis, ils méritent. Et puis quand même, l'ordre néolibéral, on va donner à Machado. Hein. C'est vraiment une grande résistance. Et en plus, comme s'il n'y avait pas des figures en Amérique du Sud, des figures militantes pour la paix. Le nombre de militantes féministes, de militantes et de militants LGBT, de militants queer, de militants de marxistes en Amérique du Sud qui font des trucs de ouf pour la paix, pour la solidarité, pour l'égalité, qui meurent. Je rappelle le nombre de féminicides, le nombre de militants en Amérique du Sud qui meurent, rien, pas de prix Nobel pour la paix. Ce prix Nobel pour la paix, c'est une putain d'insulte. Donc, faut cracher sur les prix Nobel de la paix. Et ici, on n'a pas oublié Obama. Moi, je le dis, je vois pas pourquoi Donald Trump, il n'aurait pas eu le prix Nobel de la paix quand ce putain d'Obama, il a eu le prix Nobel de la paix. C'est bon, ça dégage le prix Nobel de la paix. C'est une folie. Donc, Donald Trump, là, Javier Milei, quand même, moi, soit vous maintenez Javier Milei, soit je donne plus d'argent. La démocratie, hein. La démocratie à la sauce occidentale. Je rappelle que les Occidentaux, ils justifient toute leur guerre au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, là, ils sont en mode, s'il n'y a pas lui, les Argentins, c'est très simple. S'il n'y a pas Javier Milei qui reste, vous êtes punis. Vous vous rendez compte, les gens en France, parce qu'on n'est pas très loin, hein, mais s'il y avait Trump qui arrivait, qui nous disait, si vous ne gardez pas Macron, c'est fini. Vous êtes exclu du marché mondial. Fais cette menace que je préfère être exclu du marché mondial. Je préfère vivre dans la pauvreté que garder Macron. Vas-y. Mais en plus, je suis sûr que nous, les Français, on est capable de ça. On a trop de fierté. Je suis sûr, on peut péter un câble en mode ah ouais. Mais je suis sûr que ça peut faire révolter tous les Français. Ils pètent un câble. Ça fait un nouveau gilet jaune. On est en mode on préfère vivre avec le pire PIB que se faire imposer par Donald Trump et garder Macron. Macron démission. Et c'est pas Donald Trump qui va soutenir, je te le dis. Donc, allez, c'était mon épisode sur l'Amérique. Les États-Unis, c'est le grand Satan. Et il faut lutter contre les États-Unis, la putain de sa mère. C'est fini. On va en France. Et je vous invite à aller lire cet article, qui est un très très bon article de Blast. Et en fait, on n'arrête pas de parler des États-Unis. Quand même, c'est pas cool les États-Unis. Mais la putain de France. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a un officier de l'armée. Un officier de l'armée qui a été éjecté parce que c'était un nazi. Et là, on ne parle pas d'un soldat, on ne parle pas d'un no one, non, on parle d'un officier de l'armée qui a été éjecté parce que c'était un putain de nazi. Et là, moi, je vous dis, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je n'ose pas imaginer la teneur des discussions au sein de l'armée. C'est effrayant. Donc, allez voir cet article de Blast. Merci Blast, on vous soutient. Allez soutenir Blast, mais soutenez-moi d'abord. Hein. Faites des petits dons au petit oui-oui. Et même sur YouTube, s'il vous plaît, il y a le lien Streamlabs en description. Donc, faites des dons, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour continuer ce travail. Donc, on apprend qu'il y a des nazis dans l'armée française. Il y a Mediapart qui a déjà fait un article sur ça. Vous voyez que je ne dis pas toujours du mal de Mediapart. Hein. Mediapart avait déjà révélé des néo-nazis au sein de l'armée. Mais là, on parle d'un officier. Heureusement, fort heureusement, il a été exclu. Je voulais lire ça. Alors, il y a quelqu'un qui essaie de tempérer. Selon Claude Weber, professeur des universités à Rennes 2 et enseignant-chercheur vacataire à Saint-Cyr,
Les sanctions dans l'armée lors d'une telle découverte sont souvent effectives uniquement quand cela risque d'éclabousser l'institution. Donc lui, il essaie de tempérer, mais déjà, il est en mode, bon, voilà, il y a des sanctions que quand on se dit que, oula, ça peut sortir. Donc imaginez-vous ce qui se passe dans l'armée. Imaginez-vous le nombre de néo-nazis, le nombre de fachos dans l'armée. C'est effrayant. Et en plus, ils veulent que les jeunes aillent dans l'armée. Donc là, je suis en train de vous dire, il faut s'opposer à l'armée, il faut s'opposer à toute leur formation de cons là, au retour du service militaire, parce que c'est la plus grosse usine, là, ça va être la plus grosse usine à fachos. Donc vraiment, il faut s'opposer au service militaire. Oui, et c'était un pro-Poutine. Tant que les idées politiques fascisantes sont exprimées avec un fort entre-soi, qu'elles soient ou non partagées par toutes et tous, elles n'ont que peu de chances d'être dénoncées, même si elles vont à l'encontre de ce qui est autorisé. S'il y a des néo-nazis dans l'armée française, comme partout, à n'en pas douter vu la taille de la population. Ça, c'est pas fait pour nous rassurer. Et je pense qu'il y a encore plus de néo-nazis dans l'armée française qu'au sein de la population. Et il y a déjà trop de néo-nazis au sein de la population française. Je voudrais finir aussi avec cette conclusion que je trouve effrayante. L'armée française est-elle de plus en plus traversée par un courant suprémaciste et xénophobe? C'est difficile à dire. Tempère Claude Weber. On ne peut pas enquêter directement sur ces questions. Mais en regardant par exemple les résultats d'élections dans des bureaux de ville de garnison, les tendances sont là. Donc ça veut dire que oui. Il y a de plus en plus de suprémacistes et de racistes dans l'armée française. Les militaires restent cependant soumis au principe de subordination. Là, il veut nous rassurer. Attendez, là, la dernière phrase, elle veut nous rassurer, alors que moi, c'est ce qui me rend le truc le plus effrayant dans l'armée. Donc, je répète, les militaires restent cependant soumis au principe de subordination au pouvoir politique, et ce, quelle que soit sa couleur. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, en gros, l'armée, si c'est des néo-nazis au pouvoir, bah, elle sera néo-nazie. Voilà, c'est tout. Ils obéiront. Hein. Si c'est des fascistes au pouvoir, ils obéiront. Par contre, c'est totalement faux. Moi, je suis persuadé, cette armée, s'il y avait, je sais pas, un vrai parti communiste au pouvoir, cette armée, elle ferait sécession. Donc moi, je pense que c'est faux de dire que l'armée obéira quoi qu'il en soit. Voilà. Non, c'est pas vrai. S'il y avait vraiment un communiste, même Mélenchon, je ne sais même pas si l'armée obéirait à Jean-Luc Mélenchon. Bah alors, je pense que s'il y a un fasciste au pouvoir, l'armée fera avec cette zèle. Ouais, elle obéira, ça c'est sûr. Je n'en doute pas. Pour respecter ce principe, un militaire n'a pas à faire état de son idéologie politique. Oui. Tiens. Donc voilà, vous voyez, les nouvelles ne sont pas réjouissantes en France. On continue ce tour d'info. Merde, il faut que je fixe Oui Hebdo. On continue ce tour d'info du Oui Hebdo avec... j'ai que des infos déprimantes, hein, je vous le dis. Voilà, avec un truc vraiment qui, moi, me déprime, c'est les EHPAD. Ah, c'est génial, les EHPAD, quel paradis. Ah là, mais est-ce que c'est pas le comble de la civilisation moderne qu'on enferme des vieux dans des structures où ils sont maltraités et qu'on attend juste qu'ils crèvent, quoi? C'est déprimant. Les gens, vous êtes dépressifs, mais allez pas dans des EHPAD parce que là, vraiment, la dépression, c'est le seul endroit où je suis dépressif. C'est quoi cette putain d'invention des EHPAD? Ça me rend fou. Traitons mieux les vieux, la putain de sa mère. Surtout que les EHPAD, comme partout, elles sont sujets au capitalisme. Et donc, on apprend dans cet article qui a été publié sur l'UMA, je crois, l'Humanité, c'est une enquête de l'Humanité. Si un établissement n'est pas plein et donc pas rentable, c'est le début des ennuis. Mais qu'est-ce que c'est un putain de... le degré d'inhumanité du capitalisme où tu fais un EHPAD pour rassembler tous les vieux, hein? Les vieux qu'on attend de mourir, que les gens peuvent plus s'en occuper parce que y a le travail, ils doivent travailler, on est dans des familles nucléaires, il y a plus de solidarité familiale, tout le monde c'est l'individualisme, chacun pour soi, tout le monde galère, tout le monde est dans la précarité, donc ça devient cher aussi de s'occuper de quelqu'un. Donc on rassemble les vieux dans une même personne et on se dit cet endroit où on doit prendre soin des vieilles personnes qui ne sont plus rentables par définition, qui ne doivent plus être productives. Et encore heureux, on n'est pas né pour être productif, la putain de ta mère. Et il faut qu'il soit rentable cet établissement. C'est quand même une folie, quoi. Je veux dire, c'est le comble du capitalisme, c'est l'inhumanité en tant que telle. Et on va nous dire que le communisme, c'est pas la solution. Les putains de patriotes de vos mères, là, elles sont où vos putains de valeurs traditionnelles et familiales? Si vous aviez vraiment des valeurs familiales, vous seriez contre le capitalisme qui enferme les vieux et qui les traite comme des merdes sous prétexte qu'ils sont pas productifs. C'est une folie, j'en ai marre de ce monde de merde. Donc voilà, et là on apprend qu'il y a un groupe qui a été racheté par Colisée. Colisée qui est une multinationale, qui est dans plusieurs pays. On le voit là, également impliqué en Espagne,
Espagne, en Belgique, en Italie et en Chine. 400 établissements, emploie 22 000 salariés et accueille 32 000 résidents partout dans le monde. Vous doutez bien qu'une telle entreprise, son intérêt premier, c'est le sort de ses patients, c'est le sort de ses petits vieux. Mais pas du tout. Ah, quelle surprise, quelle surprise. On apprend qu'ils sont en déficit, qu'ils ont perdu de l'argent, que c'est pas bien, quoi, que c'est la galère, que c'est la crise économique, que les vieux, ils rapportent pas assez. Mais c'est pas seulement ça aussi le problème, c'est que, comme on l'apprend, le groupe d'EHPAD privés lucratifs aurait publié des états financiers qui comporteraient pour plus de 30 millions d'euros d'irrégularités. Selon l'enquête de Challenge, arrivée à la tête de Colisée en octobre 2024, la nouvelle direction menée par Arnaud Marion a décidé de déposer une plainte au pénal pour manipulation de comptes selon les informations des Échos. 6 membres de l'ancien directoire, dont l'ex-dirigeant Christian Jedel et un collaborateur, sont mis en cause. Donc il y a des gens qui ont détourné, qui ont fait du trafic, hein, en gros, sur l'argent pour les pauvres, pour les vieux, quoi. Je veux dire. Mais quel monde de merde, quand même. Le capitalisme, mais qu'est-ce qu'on attend pour tout brûler, en fait? Je sais pas quoi dire. Il y a des petits vieux, et qui c'est qui va trimer? Bien sûr, c'est les petits vieux, hein. C'est les petits vieux. Moi, ça me rend fou. En fait, il y a une morale tout simple. T'as déjà galéré toute ta putain de vie dans un travail de merde que t'aurais pas dû faire déjà. Les athées, vous attendez quoi pour péter un câble? Il y a de plus en plus d'athées dans le monde, il y a encore le capitalisme, encore les religieux. À la rigueur, nous, on croit qu'il y a le paradis, donc on se dit, bon, cette vie-là, à la rigueur, je souffre, et après, j'aurai le paradis. Mais les athées, vous attendez quoi? Vous dites qu'il n'y a qu'une vie, et vous faites rien contre le capitalisme. C'est-à-dire que vous allez passer toute votre vie à faire 35 heures par semaine minimum, à vous évader que le week-end et à pas vous réveiller. Mais il faut tout brûler. C'est bon. C'est trop. Moi, vraiment, les athées qui sont capitalistes, vous êtes les plus gros teubés du monde. N'allez pas parler des wahhabites, des sectes et tout. Eux, au moins, ils sont déprimés par l'ordre actuel et ils essaient de découvrir un ailleurs qui rend leur vie plus paisible. Mais vous, c'est une folie. C'est une folie, vous êtes là, ça croit en Dieu, et ça croit en Dieu, c'est quand même... Il n'y a pas un papa barbu dans le ciel, faut arrêter. Mais ferme ta gueule, fils. T'es là sous le capitalisme à rien faire, ça m'énerve. Et donc, je suis désolé, je dis beaucoup d'insultes, mais je suis très énervé, j'ai mal à la tête, ça me permet d'oublier mon mal de tête. Merci Spinor, et oubliez pas de me faire des dons. Faites des putains de dons, sinon je m'énerve. Les établissements sont divisés... Attendez, regardez la folie du capitalisme, le degré d'inhumanité. Il y a des EHPAD. Ils ont décidé de classer les EHPAD. Tu sais, les établissements où on accueille des petits vieux qui sont malades, qui attendent la mort dans des situations catastrophiques. Ils ont décidé d'établir un classement de ces établissements. Le plus rentable ou moins rentable. Les établissements sont divisés en 3 catégories. Bronze, argent et or. C'est les Jeux Olympiques, fils de... C'est quoi cette dinguerie? Selon leur taux d'occupation, avec à la clé une mise sous tutelle des moins performants. Un établissement classé bronze ne peut plus rien faire, assure Hugo. Face au manque chronique d'effectifs, l'ancien directeur d'établissement affirme avoir dû aider sans formation en unité de vie protégée où se trouvent les résidents les plus dépendants, mais aussi en cuisine, dans les chambres ou à l'accueil. Il n'y a pas d'effectifs. Voilà. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour les petits vieux. Et là, il faut le remettre aussi, je pense, sur tout le truc. Vous vous rappelez, genre, ils ont voulu faire croire qu'ils étaient progressistes parce qu'ils avaient fait une loi sur l'euthanasie, là, le droit à la fin de vie. Mais bande de merde, faut pas y croire à ça. Ils font pas ça par progressisme en mode attendez, si on veut plus vivre, on a le droit de pas. Non, c'est juste que les improductifs, c'est ça la logique du capital. Les improductifs, arrêtez de vivre, s'il vous plaît. On peut plus payer pour vous, on n'a plus d'argent, vous êtes plus productifs, vous vous cassez. Mourrez. Voilà ce que c'est leur discours. Et là, c'est mais on n'a plus d'argent pour vous, là. Vous êtes un peu chiant. Et je rappelle qu'ils veulent nous faire travailler encore plus longtemps. Hein. Je veux dire, à 70 ans, ne comptez pas sur la retraite. Hein. Moi, j'ai un slogan, c'est soit il y a le communisme, soit il n'y a pas de retraite. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Communisme, mais il ne faut pas compter sur la retraite, c'est terminé. Déjà, là, il nous faut encore le coup de... Il faut augmenter l'âge de la retraite parce qu'on vit plus longtemps. Mais non, arrête, stop, on ne vit pas plus longtemps. Aux États-Unis, l'espérance de vie, elle est en train de baisser. Et aussi, qui vit plus longtemps? Ceux qui, comme moi, sont docilement sur leur fauteuil devant un écran. Mais les prolos, là, ceux qui sont à l'usine, ceux qui sont sur les chantiers. Mon papa, il est mort à quel âge? À 66 ans. Il a eu 1 an de retraite, il avait le cancer et le diabète, la putain de votre mère. Et non, mais on vit plus longtemps. Mon père, il a pas vécu la retraite. Il faut stop. Je m'énerve, je suis désolé, je suis un peu trop vénère, non, c'est pas grave, on y va sur ce ton-là parce que c'est soit ça, soit je casse tout sur le plateau, c'est trop. Sur le système de classement et les restrictions qu'il implique, elles se justifient.
Une entreprise ne peut pas se permettre d'avoir des établissements déficitaires. Attends, on refait. Une entreprise ne peut pas se permettre d'avoir des établissements déficitaires. Mais c'est pour ça que ça ne doit pas être une entreprise, une EHPAD. Ça doit être réglé par... C'est la société, ça doit être nationalisé, ça doit être collectivisé, ça doit être les gens qui s'en occupent, ça doit être en dehors des logiques de marché. Il y a des choses, les gens... Ah là, tu sais, tu peux discuter... moi, je ne vais pas aller dans la théorie de la valeur, là, détruire la valeur. Dans l'idéal, oui, mais là, OK, là, c'est pas tout de suite. Mais là, tout de suite, il y a des choses, ça doit échapper aux logiques du marché. Le soin, la santé, les personnes âgées, je m'en bats les couilles que ce soit pas rentable. À quel moment ça peut être rentable? Ou ça peut être rentable de soigner des gens comme ça? Je veux dire, c'est une dinguerie. Ça peut être rentable que chez les personnes qui ensuite peuvent être productives. Mais je veux dire, c'est pas dans cette logique-là qu'il faut aller. Il faut accepter de prendre soin des gens, même des improductifs. Les gens, il faut refuser cette logique qui nous pousse de plus en plus vers le fascisme, vers l'eugénisme, en mode la rentabilité. Mais je m'en bats les couilles de ta rentabilité. Je suis prêt à ce que la France s'endette et s'endette et s'endette pour soigner les petits vieux. Parce que déjà, moi, je galère pour de la bourgeoisie. Les gens, vous êtes déjà en train de vous faire exploiter. Quitte à se faire exploiter, je préfère que mon argent sur lequel je suis exploité, il aille vers les gens qui souffrent, plutôt que cette putain de bourgeoisie. C'est une folie. C'est une folie. La direction du groupe réfute enfin toute intervention sur les budgets des EHPAD. Ce n'est pas une question de politique budgétaire, mais un accompagnement en ressources humaines spécifiques. Ouais. Pilotage du soin, gestion RH, planification, remplissage des établissements. Tiens, ta novlangue, tu sais ce que j'en fais, ta novlangue, tiens, là, tu prends, montre-moi ton petit cul, là, ton anus, et tiens, tu le mets là-dedans. Tu te fous de la gueule de qui, là? Allez, ça dégage. C'était mon coup de gueule pour les petits vieux, parce que si... moi, à la rigueur, tuer des enfants, tu vois, tuer des Palestiniens, des enfants, des animaux et tout, je m'en bats les couilles. Mais les petits vieux, non, vous touchez pas les petits vieux. Je ne sais pas si je vais pouvoir défendre ce propos. Non, je rigole, tuez personne, mais surtout pas les petits vieux. Laissez les petits vieux tranquilles. Ils ont galéré toute leur vie. Il y a un moment où on peut respirer. Il y a un moment où, je veux dire, c'est quand même une folie qu'il y a des gens, dans leur vie, ils n'ont jamais été tranquilles. Moi, il y a un moment donné, tu as galéré toute ta vie, c'est bon, à 60 ans, on t'emmerde plus. C'est-à-dire qu'à 60 ans, et même avant, 55 ans, il y a un moment où fais ce que tu veux, vis ta putain de vie. Ne sois plus angoissé par des factures, ne sois plus angoissé par ta maison, ne sois plus angoissé par ce que tu vas manger, ne sois plus angoissé par des rendez-vous. Sois libre, il te reste 20, 30, 40 ans à vivre, vis-les tes putains de vie. C'est une folie ça, mais on est trop des... C'est-à-dire qu'on se fait exploiter et en plus on arrive à faire les bonhommes. Ouais, mais on est des salopes. On continue. Est-ce que j'ai au moins une information qui est plutôt... Les gens, soutien à nos camarades. Là, je pense que vous n'avez pas vu cet article, mais ça parle de violences policières. Et je voudrais apporter mon soutien à 2 camarades qui ont été condamnés injustement par la justice pour leur acte de résistance. Alors, ces 2 camarades de la Confédération paysanne. Libérez nos camarades. Libérez nos camarades. Regardez ça. Il est évidemment grave de croquer le pouce d'un fonctionnaire de police. Ça a discuté. Je ne sais pas si ça a discuté. 2 militants de la Confédération paysanne condamnés légèrement pour violence. Violence. Et on se dit, mais attends, comment ça se fait? Tu sais, tu lis le truc, tu te dis, c'est quoi? Ils sont arrivés vers des flics, ils lui ont mordu le pouce, c'est quoi? On est dans... comment ça s'appelle, votre truc de zombie de merde, là? C'est quoi? Non, mais il faut quand même une remise en contexte. Donc, on a un petit peu le contexte, et en fait, il y a eu une manif. Donc, plus de 10 mois après les faits, Anne se défend devant le tribunal et insiste sur une manifestation ultra pacifiste. Donc, je rappelle que c'est 2 personnes qui ont la cinquantaine. On n'est pas dans le modèle des soulèvements de la terre ou des zadistes. C'est vraiment 2 personnes de la Confédération paysanne qui viennent manifester. Et en fait, dans cette manifestation, il y a eu des heurts. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des heurts? Il y a eu les flics qui sont venus foutre la merde. Elle ne comprend pas cette masse d'argent surarmée venue pour encercler les paysans. Elle raconte avoir été sidérée. Je ne comprends pas pourquoi on nous a nassés. Parce que c'est le putain de fascisme. Voilà pourquoi on vous a nassé. Mais soutien à vous, les paysans solides. On vous aime. En plus, j'adore les graines. J'en mange pas assez, je devrais en manger plus. Et même les légumes. Je devrais manger plus de légumes, ça rend aimable. Pourtant, Pagaille, elle admet, c'est possible en tentant de se rattraper lors de cette bousculade chaotique. La quinquagénaire a peut-être mis la main autour du cou d'un policier, mais elle n'a jamais eu l'intention d'étrangler qui que ce soit. Pourquoi j'aurais voulu m'en prendre à quelqu'un de surarmé? Donc là, on est dans un monde où en fait, on veut nous faire croire qu'il y a une quinquagénaire de la Confédération paysanne qui, lors d'un chaos, lors d'une manif,
qui s'est fait nasser et que les flics sont venus frapper. On veut nous faire croire que la quinquagénaire a essayé d'étrangler le flic. Et on est où là? Genre, vous voulez nous faire avaler ça? Genre, la meuf, là, la dame, elle a essayé d'étrangler le flic. Oui, bien sûr, oui. Et mon cul, c'est du poulet. Il faut savoir qu'il y a Laurence Marandola, qui est une ancienne porte-parole de la Confédération paysanne, qui est venue essayer de politiser la question. Elle est venue dire que c'est quand même un traitement un peu spécial. Est-ce que c'est pas un traitement politique qu'on est en train de faire là? Est-ce qu'on ne condamne pas ces personnes parce qu'elles sont de la Confédération paysanne? Elle dit ça. Elle dénonce plus largement une répression systématique des actions menées par la Confédération paysanne. Donc je rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas la Confédération paysanne, c'est l'aile gauche de toute la classe paysanne et de tous les agriculteurs, de tout le monde rural, agriculteurs et tout. La Confédération paysanne, c'est l'aile gauche, et l'aile droite, elle est représentée notamment par le FNSEA. Et donc, elle ajoute, alors que d'autres syndicats comme le FNSEA ou la coordination rurale ne sont jamais inquiétés. Il va falloir qu'on nous explique ce deux poids, deux mesures. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être énervé parce qu'en plus, le FNSEA, ils font plein d'actions un peu coup de poing. Ils font plein d'actions de confrontation avec la police, de confrontation avec les forces de l'ordre, de confrontation avec l'administration. Il y a des actions où ils viennent mettre de la merde devant les établissements administratifs. Et il n'y a jamais de conflit avec la police, ou alors très peu. Il y a, la police se fait moins zélée, et même la justice, beaucoup moins zélée. Donc c'est évident qu'il y a un traitement politique là-dedans. Un traitement politique, et la justice et la police vont se faire beaucoup plus sévères envers les syndicats et les organisations paysannes de gauche. Trop vénère ce soir, Wissam. Vous me trouvez trop vénère ou ça va? Je crie trop, dites-moi si je crie trop, j'essaye de me calmer. Hein. La présidente du tribunal la coupe. Il y a la meuf, elle est en mode, je m'en bats les couilles de ta politique. Je m'en fous, là on est... Hey, t'as cru que t'étais où? Dans une tribune? Qu'est-ce qui se passe? T'as cru que t'étais à la France Insoumise? Ce n'est pas ici qu'elle trouvera ses explications. L'objectif du jour n'a rien à voir avec des considérations politiques. Oui, bien sûr. Là, on est en train de traiter d'une affaire où tu as deux militants qui, après avoir été agressés par des flics, qui les ont nassés et qui les ont violentés, sont poursuivis par la justice sous prétexte qu'ils auraient violenté les flics. Donc, on inverse l'agresseur et l'agressé. Je rappelle que là, c'est les militants qui auraient agressé les flics. Elle nous dit non, il n'y a rien de politique. Non, bien sûr que non. Oui, mon cul, c'est du poulet. La question n'est pas de savoir si un autre syndicat aurait connu le même sort. Ça vous arrange. Tout en ajoutant de saluer la noblesse de la cause défendue par le syndicat classé à gauche. Oui. Non, c'est très noble vos trucs là sur vos fruits et légumes. Non, c'est très bien. Moi aussi, je vais au marché tous les jours. Hein. Je reconnais que le maintien de l'ordre a été musclé et violent. Mais encore une fois, ce n'est pas pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Attends. Comment ça, je comprends pas là. Là, on est en train de condamner deux personnes parce qu'elles auraient violenté des flics. Pourquoi? Dans quel contexte ces personnes auraient violenté des flics? Dans un contexte où les flics les auraient agressés dès le départ, où elle parle d'un chaos, où elle parle des flics qui ont été violents. Et toi-même, tu parles d'une intervention violente. C'est quoi? Ils auraient dû se laisser faire? Genre, les flics, ils viennent, ils te tabassent et tu fais rien parce que sinon, wow, esquive les matraques, sinon toi-même, t'es condamné pour violence envers la police. C'est une dinguerie. Et les gens, c'est tellement fou qu'ils condamnent même des cinquantenaires blancs, de paysans. Ça veut dire la répression policière et la répression judiciaire. Plus tard, Thierry, engoncé dans un costume dans lequel il paraît mal à l'aise, reconnaît lui avoir perdu son sang-froid dans ce chaos lorsqu'un policier met la main sur son nez et sa bouche et l'étrangle. Donc je rappelle, le gars qui a mordu le pouce, il a fait ça parce qu'il y avait un flic qui était en train de l'étrangler. Hein. Ouais, quand même, hein, la situation. Hein. Il avoue avoir eu une réaction de défense, comme un instinct de survie. Il mord dans le pouce de l'agent de police, comme en atteste la photo de l'agence Fausse Presse. Je veux voir, elle est où la photo? Moi, je veux voir la photo où il mord le pouce. Hein. Cette blessure se soldera par une journée d'incapacité totale de travail pour l'agent de police. Une journée, ça va. On t'a mordu le pouce, t'avais qu'à pas étrangler. Je veux dire, t'es surarmé et mets une protection sur le pouce, qu'est-ce que je te dise? C'est une dinguerie quand même, c'est une folie. Alors, il a quand même présenté ses excuses. Hein. Le gars, il a mordu le pouce du flic qu'il a essayé de l'étrangler. C'est-à-dire que c'est le gars qui s'excuse, c'est le militant qui s'excuse. Le flic, il s'en bat les couilles. Regardez le flic. Le policier à la carrure imposante prend place à la barre. Il affirme n'avoir jamais étouffé le paysan. Oh, oui. Qui croit la parole d'un flic ici? Levez la main, ceux qui croient la parole d'un flic. C'est bien. Personne n'a levé la main. C'est très bien. Jamais étouffé et avoir seulement fait son travail de policier. Oui. Non, mais après, moi, je suis d'accord avec lui. Il a seulement fait son travail de policier. Et son travail de policier aujourd'hui, c'est de taper les manifestants. Effectivement, tu as raison. Tu as juste fait ton travail. Voilà. On t'a demandé de taper les manifestants. Tu as tapé les manifestants.
une manifestation par ailleurs non déclarée. Au terme des 2 heures d'audience, Thierry B et Anne D ont été reconnus coupables de rébellion. Mais on est fiers de vous. Eh, Thierry et Anne, vous êtes des héros, vous êtes des rebelles et vous avez raison d'être rebelles, ça devrait être une médaille. Eh, être accusé de rébellion par l'État français, c'est simple. L'État français actuel t'accuse et te condamne pour rébellion. Moi, je le mets là. Je mets, les gens, moi, je suis un vrai résistant. J'ai été condamné pour rébellion. Force à vous, vous êtes des vrais. Ça devrait être un honneur aujourd'hui en France d'être condamné pour rébellion. Voilà, je le dis. Libérez nos camarades. Et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ils sont à ce titre condamnés à une peine de 90 jours d'amende, fixée à 5 € par jour, et devront indemniser les fonctionnaires de police. Ils encouraient jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Thierry B a pour sa part été relaxé pour le chef de dégradation. Donc voilà, soutien à nos camarades, on pense à vous. Vous avez été victime, pour moi, d'une injustice. Voilà. Donc, on continue. Il me reste... on va aller voir du côté de l'extrême droite, parce que j'adore aller voir les journaux d'extrême droite. Et à votre avis, de quoi va parler l'extrême droite? Voilà, un article. Vous voyez toute la situation mondiale, même nationale et tout. Sur quoi va se pencher l'extrême droite? Sur les LGBT. Voilà, sur les LGBT, avec un article des petits ayatollahs. Donc, des petits ayatollahs, on va se dire, est-ce qu'on parle des musulmans? Non, des LGBT. C'est-à-dire que le terme ayatollah, tu peux la poser sur tout, même sur des LGBT. Je veux dire on parle de lycéens, on parle de collégiens et de lycéens. Le témoignage choc d'une enseignante face au militantisme LGBT à l'école. Donc, c'est très simple. Elle explique qu'on ne peut plus rien dire à l'école, que les gens, ils sont devenus un peu c'est bon, ça va? Ils sont devenus chiants. On parle de dénonciation calomnieuse. D'un coup, j'ai mégenré quelqu'un et c'est devenu n'importe quoi. Et regardez, c'est ça. Il y a un an, l'une de ses classes a effectué une sortie scolaire afin de découvrir une pièce de théâtre jouée par des membres d'une association locale. La pièce abordait des sujets lourds liés au viol et à l'inceste, avec des propos très crus qui incriminaient particulièrement la culture patriarcale. Souligner comment la culture patriarcale a été mise entre guillemets. Entre guillemets, la culture patriarcale. Non mais on est où là? Qu'est-ce que ça veut dire? Se souvient-elle? Face à ses élèves, dont la plupart ont indiqué ne pas avoir aimé la pièce, Julie a tenu à évoquer le sujet à leur retour en classe, afin d'apporter de la nuance. De la nuance sur quoi, en fait? Sur le truc de la culture patriarcale? Non, mais attends. De la nuance sur quoi? La professeure a notamment évoqué des questions de biologie, expliquant par exemple que les hommes ont dominé pendant longtemps les femmes parce qu'ils avaient davantage de force physique. Ah, elle est professeure, hein. C'est-à-dire que tu as des élèves, elle arrive, elle a fait non, non, mais le patriarcat, c'est normal, c'est parce que les hommes, ils étaient plus musclés. Ah, c'est tout. Ils sont plus musclés, donc ça y est, c'est eux qui gagnent. En fait, c'est les plus musclés qui gagnent. C'est bien connu. Toutes les sociétés humaines, c'est toujours les plus musclés qui gagnent. D'ailleurs, les rois, les chefs, de tout temps, en tout lieu, ça a toujours été le plus fort. C'est celui qui mange bien de la viande. C'est lui qui devient chef. C'est logique. C'est logique. Non. Oui, mais pareil, les Blancs ont largement dominé le monde, ont colonisé, parce qu'ils étaient plus musclés. C'est ça. Donc, après, il y a des gens, les élèves se sont un peu plaints. Heureusement, les élèves sont beaucoup plus au courant des théories du genre et tout que la prof. Donc, ils se sont plaints. Ils ont dit, non, mais attendez, c'est quoi cette prof que vous nous avez mis? C'est une féméliste. C'est quoi cette dinguerie? Elle est tout le truc biologie du patriarcat. On peut avoir une vraie prof, s'il vous plaît? On peut avoir quelqu'un qui connaît le sujet? Donc, bref, elle n'était pas contente. Et elle dit que il y a une cabale. En plus, moi, je suis pas homophobe. Hein, non, je pense que ça peut être intéressant et tout. C'est juste parfois, je me suis trompé en mégenrant un élève. Mais c'est eux qui sont, c'est eux qui sont vraiment très sensibles. On peut plus rien dire. Et on peut se dire, allez, à la rigueur, peut-être que c'est vrai. Peut-être que les gens, ils sont un peu sur la défensive et tout. Mais regardez-moi ce dernier paragraphe qui me fait dire que non, t'es une meuf d'extrême droite. T'es une meuf d'extrême droite. Un discours neutre sur ces sujets est considéré comme réactionnaire. Qu'est-ce que c'est un discours neutre sur les causes LGBT? Ça veut dire quoi un discours neutre sur les questions LGBT? Je ne comprends pas ce que ça veut dire un discours neutre sur ça. On donne un peu... C'est entre les homophobes et les LGBT? C'est ça un discours neutre? Voilà, il faut me le dire. C'est quoi un discours neutre sur l'antiracisme, par exemple? C'est entre les racistes et les antiracistes? Voilà, il faudra me dire. Dénonce Julie pointant la violence de cet activisme. D'après elle, d'autres professeurs se sont retrouvés dans des situations similaires. On est nombreux à en avoir marre de ce lobbying. La priorité n'est pas le club LGBT, c'est de venir en cours. Ouais, donc, vous voyez la prof de droite, mais c'est pas fini. L'enseignante a cependant espoir que ces dérives ne soient qu'une mode. Ah, mais tu as tous les trucs, lobby, club LGBT, mais en fait c'est une mode et tout ça, c'est à cause du wokisme et tout.
qui finira, alors une mode qui finira par s'essouffler, et on termine avec cette phrase extraordinaire qui est pour moi le signe que tu es d'extrême droite. Notre travail est de les aider à grandir et de leur rappeler que le réel existe. Pour moi, elle est en train de dire, là, tous vos trucs de LGBT, hommes trans, gay et tout, c'est n'importe quoi. Il y a le réel et il y a la nature, en fait. Donc, hommes, femmes, hétérosexualité et tout. T'es d'extrême droite. Viens pas nous... Et ça veut qu'on pleure sur elle. Ça veut qu'on pleure sur elle. T'es une putain d'extrême droite. On va leur rappeler le réel à ses élèves. Hein. Oui, un papa, une maman, et puis c'est tout. Allez, ça dégage. Je voulais finir avec 2 articles. On finit ce tour de Oui Oui Hebdo avec du sport et une info locale, ok? Du sport très vite, un coup de gueule. Je déteste le foot, c'est terminé. Je n'en peux plus du foot. Je suis dégoûté par le monde du foot. Et pas seulement parce que Paul Pogba, il s'est encore blessé, mais parce que c'est devenu tellement n'importe quoi, c'est devenu tellement le monde de l'argent que la dernière nouvelle, ils ont eu une super idée, c'est de déplacer les matchs de foot. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Vous savez qu'il y a des championnats en Espagne, il y a des championnats en Italie, il y a des championnats en France et il y a des matchs aller-retour. C'est-à-dire que par exemple, Barcelone-Real Madrid, le match aller va se dérouler à Barcelone, le match retour va se dérouler au Real Madrid. Et ça, c'est des moments importants pour les supporters de foot parce que c'est là où on va pouvoir aller au stade, il va y avoir de la conflictualité, il va y avoir des moments de joie, de pleurs, de conflictualité. On va être là à supporter notre équipe. Et là, il y a l'UEFA, qui a eu la FIFA, pardon, qui a eu une super idée. La FIFA, la Ligue espagnole et la Ligue italienne, c'est de déplacer les matchs qui auraient dû se dérouler en Espagne ou en Italie à l'extérieur, c'est-à-dire aux États-Unis et en Australie. Par exemple, l'AC Milan contre Com, le club de foot de Com, se jouera en décembre en Australie. Mais non, mais on est des... Et le match Barcelone, je sais plus quoi, se déroulera à Miami. Mais crachez-nous à la gueule. Crachez-nous à la gueule, à nous, les supporters de foot. C'est quoi le projet? Mais c'est de conquérir le marché états-unien et le marché australien. Ils s'en bat les couilles du foot. Moi, c'est bon, c'est terminé. Je vais aller voir le club de foot qui évolue en Détroit à côté de chez moi, mais c'est fini. Mais le bilan carbone, il s'en bat les couilles. Il y a 28 000 kilomètres pour aller en Australie pour jouer à AC Milan comme. Mais c'est quel crachat sur les supporters? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que le foot, c'est les supporters qui font vivre le foot. C'est parce qu'on est des putains de pigeons à venir au stade, à regarder les matchs à la télé, à acheter les maillots de foot. Faut qu'on arrête d'être des... Faut boycotter le foot, c'est plus possible. Ils nous crachent à la gueule, c'est grave. Et donc, heureusement, les supporters se sont rebellés. Ils sont en mode, mais attendez, parce qu'il faut savoir qu'en plus, ça va coûter de l'argent. Hein. Parce que je rappelle qu'il y a des abonnés. Il y a des gens, ils ont payé leur abonnement pour venir au stade et pour soutenir leur équipe, tu vois, qui vient jouer dans leur stade. Et ben là, ils ont dit, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en bat les couilles, on vous rembourse. C'est dire qu'il y a de l'argent qui est dépensé pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. La Liga a annoncé qu'elle paierait les frais de déplacement de 5000 supporters à Miami, soit environ 10 millions d'euros. 10 000, moi, ça me tue. 10 millions d'euros qui sont jetés à la poubelle comme ça pour déplacer des supporters qui voulaient juste aller à leur stade jusqu'à Miami pour supporter leur équipe. Mais on est dans quel monde, la putain de votre mère? C'est une folie de se dire « Ah mais c'est pas grave, on paye ». Et pour les 15 000 abonnés restants, elle paiera 30% du prix de leur abonnement annuel, soit environ 2 millions d'euros. C'est dingue. Et ça, c'est à la Liga parce que la Liga a de l'argent. Le problème, c'est qu'en Serie A, ils n'ont pas d'argent. Donc, allez vous faire foutre, hein, c'est tout. Allez vous faire foutre, hein, on s'en bat les couilles, voilà. Et donc ça, c'est le... Voilà, c'est... Moi, ça me dégoûte du foot. Ça me dégoûte du foot. Et soutien aux supporters, ne lâchez pas. Et en fait, à un moment donné, il y a le boycott en fait, qui devra marcher. Faudra qu'on boycotte le monde du foot parce que c'est plus possible. C'est plus possible de se laisser faire comme ça. Moi, je suis dégoûté de plus en plus. Qui a décidé de ça? Ce n'est pas les supporters, c'est la Liga. Et certains clubs comme le FC Barcelone qui est à fond là-dedans. Je crois qu'il y a aussi le président du Villarreal qui est à fond là-dedans. Donc, la FIFA, la Liga et l'AC Milan. Et donc, ça fait plusieurs fois que tu as le monde du foot qui nous sort des projets comme ça pour détruire le football. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a aussi la Coupe du Monde là, où ils veulent élargir le nombre de pays qui participent à la Coupe du Monde. Je crois qu'ils veulent mettre 64 pays pour que la Coupe du Monde elle soit plus longue, pour qu'il y ait plus de matchs, donc plus de droits télé, plus de consommation. C'est bon, je suis dégoûté. Mais pourquoi vous vous emmerdez à faire une Coupe du Monde à 64 pays? Mais faites avec tous les pays. Ça dure 3 ans, un match tous les 3 jours et c'est bon. Mais regardez, mais c'est trop. Regardez les joueurs du PSG, ils n'ont pas eu de vacances. Il y a eu même la Coupe du Monde des clubs, on n'en peut plus. Vous m'avez dégoûté du foot. C'est bon, c'est terminé. C'est terminé. Allez, on va terminer avec cette nouvelle.
on va aller à 3. Et là, c'est la seule bonne nouvelle de ce Oui Oui Hebdo. J'espère que ça vous a plu. Une petite info locale. Regardez-moi ça. Le coq gaulois de Méry-sur-Seine, bientôt en vedette de l'émission E égale M6. Le conservatoire du coq gaulois de Méry-sur-Seine accueille l'animateur Marc Lesguy, venu tourner un épisode E égale MC qui mettra en lumière le gallinacé. Mais heureusement, c'est trop bien. Vive Cocorico. C'est qu'à de le dire, hein, Cocorico. Cocorico. C'est super. Donc, Marc Lesguy est arrivé ce mercredi 15 octobre au Conservatoire du Coq Gaulois de Méry-sur-Seine dans le cadre d'un tournage pour l'émission E égale M6. Et depuis 2021, le Conservatoire au Bois, sous l'impulsion de Damien Vidard, éleveur, tente de sauvegarder la race du coq gaulois, l'emblème national. Et oui, il faut le savoir, c'est l'emblème national. Je ne le savais pas avant de lire cet article. En effet, l'animal est aujourd'hui menacé. Mais c'est dommage, hein. Écoutez, on mangera moins de poulet. La venue de l'équipe de tournage de l'émission scientifique de M6, l'émission scientifique, hein, est donc une belle mise en lumière pour la race. En juillet 2024, le coq gaulois avait déjà bénéficié d'un coup de projecteur quand l'Élysée avait demandé au cofondateur du conservatoire d'animer une conférence de 40 minutes sur cette race emblématique, le coq, et ce qu'il représente devant des acteurs en lien avec l'agriculture. Est-ce que ça ne fait pas plaisir? Heureusement que la France est là pour sauver le coq. Et vive Troyes, vive l'Aube et vive le coq français. Ça vous a plu? Et ben voilà, c'est l'heure de conclure ce Oui Oui Hebdo. J'espère que ce premier épisode sur YouTube vous a plu. Et on se donne rendez-vous, alors pas dans une semaine parce que j'ai un Talkie Oui Oui, mais dans un peu plus d'une semaine pour le deuxième épisode et pour une série d'articles qui ne suffisent pas à faire un best-of, mais dont l'assemblage me permet de mettre une vidéo du Oui Oui Hebdo. Voilà, c'est une petite revue d'actualité avec comme seul arbitraire mes envies. Allez, à la semaine prochaine, si Dieu veut.